Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au Togo. Il va entamer son 4e mandat si sa victoire est confirmée par la Cour constitutionnelle. Mais les défis qui attendent le président Faure Gnassingbé sont nombreux, à commencer par l'emploi des jeunes, la sécurité, la lutte contre la pauvreté, etc. Mais quelle gouvernance caractérise l'homme? Comment se porte le Togo 15 ans après son accession au pouvoir? On en parle après ce reportage à nouveau signé Emefa Kofi Djatougbe, notre correspondante au Togo. Premier pays réformateur en Afrique selon le classement Doing Business 2019, le Togo a pourtant des défis à relever, surtout quand il s'agit de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le faible revenu des populations semble tirer la croissance économique vers le bas. Que les conditions s'améliorent dans le pays et que les Togolais aient un emploi, c'est tout ce que nous disons. Nous avons faim, il n'y a pas d'argent, ça ne va pas au marché. Nous voulons la joie dans le pays. Nos frères sont devenus tous des conducteurs de taxi-moto. Nous voulons l'emploi au Togo. Autre défi à relever, l'accès des populations à des soins de qualité dans les hôpitaux publics. Dans le secteur éducatif, d'importants défis restent encore à relever. L'inadéquation entre la formation et l'emploi crée chaque année 10 000 nouveaux diplômés selon l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. À cela s'ajoute l'impunité dans la gestion des finances publiques. Vous savez, vous connaissez très bien l'histoire de la route Lomé-Vaughan-Enfoin, où plus de 26 milliards de francs CFA se sont dilapidés. Et tout ce que le président a fait, c'est de faire démissionner, de débarquer du gouvernement le ministre à l'époque qui avait quand même la charge de ce portefeuille. Il y a les 600 millions de la CAN qui se sont volatilisés un beau matin. Mais personne aujourd'hui, personne, tous ceux qui ont mis cet argent-là par devant eux, personne aujourd'hui n'a été coffré ou ne serait-ce qu'interpellé pour justifier en fait la manière dont ils ont géré ces fonds-là. Donc aujourd'hui, l'impunité étant devenue donc la règle au Togo et tout le monde, ça donne donc à la corruption et vous verrez que le pays va à volo. En 2019, 174 milliards de francs CFA de l'État consacrés à l'éducation, 163 milliards pour l'amélioration du traitement du personnel enseignant, 20 000 salles de classe construites. Tel est entre autres le bilan dressé par le gouvernement togolais dans le secteur éducatif. Toujours en 2019, l'accès à l'électricité a été marqué par la mise en service de 4 mini-centrales solaires avec un taux d'électrification estimé aujourd'hui à 50%. Aujourd'hui, pour le gouvernement, l'économie togolaise prend de l'envol. Cela a commencé par les grands investissements dans les infrastructures routières, puis les grands investissements dans les infrastructures portuaires et aéroportuaires. Il y a une question qui se pose dans tous les pays, qui est la question de l'impact ou de la redistribution, etc., la redistribution. Quand on prend les projets qui sont prévus et qui sont en train d'être mis en œuvre, c'est par exemple comment réduire les dépenses des ménages. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner qui est mis en œuvre par le gouvernement en mettant en œuvre ce que nous appelons School Assure, qui est une assurance pour la santé des enfants. Selon l'Institut national de la statistique et des études démographiques, les prévisions de 2020 du produit intérieur brut nominal du Togo sont estimées à un peu plus de 3 milliards de francs CFA, soit une hausse de 7,3% par rapport à l'année précédente. Aujourd'hui, le Togo vante les mérites du plan national de développement qui fait beaucoup plus appel à l'investissement privé à hauteur de 65%. Les populations, pour leur part, s'impatientent. Elles ont besoin de voir l'incidence de tous ces progrès économiques sur leur quotidien déjà difficile. Monsieur le ministre, vous étiez en train de répondre à la question relative au contentieux électoral qui va être vidé de toute façon dans les jours qui viennent par la Cour constitutionnelle de votre pays. Non, nous ferons confiance aux institutions qui ont conduit le processus jusqu'à maintenant. Et donc, on attendra naturellement que la Cour se prononce au regard des éléments que les uns et les autres voudront bien lui verser. Donc, nous n'anticipons pas le contentieux électoral. Naturellement, nous pensons qu'un reversement des situations n'est pas possible. La Cour peut toujours faire des corrections marginales, on ne sait jamais. C'est déjà arrivé dans le passé. Mais ce que nous voulons surtout tirer comme leçon ici, il me semble que la première chose, c'est que l'opposition togolaise doit être aujourd'hui reconfigurée totalement. On a un chef de file de l'opposition qui est M. Gilles Christ Olympio, qui formellement n'est pas allé à cette élection, donc n'a plus de référence sur cette base-là pour s'apprécier. Bon, il était un peu avec vous. Non, il n'a pas donné de consigne de vote. Il n'a pas donné de consigne de vote et surtout pas en notre faveur. Il est chef de file de l'opposition, il serait quand même singulier qu'il appelle à voter pour nous.
c'est une contradiction flagrante. Mais je note quand même que M. Agbome Kodjo a fait un progrès intéressant. Il est passé de 0,90 en 2010 à 18%. Il a multiplié par 20 son score. Il me semble que Monseigneur Kodjo a beaucoup pesé, notamment en attaquant l'ANC. Un personnage respecté au Togo. Hein, anciennement respecté aujourd'hui, il me semble qu'il a perdu quand même un peu de sa superbe parce que les positions qu'il a adoptées dans cette élection et par rapport aux uns aux autres, y compris même un discours presque tribaliste, est devenu un petit peu difficile à accepter. Mais ça, c'est un personnage qui est en train de passer, il fait maintenant partie de l'histoire du Togo. Il me semble qu'après cette élection, il sera oublié. Mais ce que je voudrais surtout évoquer, c'est que M. Agbome Kodjo et nous avons partagé finalement le cadavre électoral de l'ANC, qui a été sanctionné notamment parce qu'il a été pendant longtemps très radical sur des positions. Et les Togolais recherchent aujourd'hui des hommes qui sont capables d'établir des passerelles entre les courants politiques. C'est ce que Monseigneur Kodjo a vendu d'Agbome Kodjo. Mais vous vous rendez compte, bien sûr, qu'ils ont fait une fausse publicité. C'est une publicité mensongère puisque nous nous rendons compte que Agbome Kodjo est capable de radicalisme. Mais nous ouvrons la gouvernance, si vous voulez, parce que le président a soutenu que nous ferons une gouvernance participative et concertée. Il me semble que Agbome Kodjo, une fois passé la déception électorale, etc., devrait se ressaisir pour essayer de capitaliser ces 18% parce que Monseigneur Kodjo sortant du jeu désormais, il n'est pas sûr que ces 18% lui soient acquis pour les autres élections à venir, les régionales et les législatives de 2020. Il sera désormais votre interlocuteur, c'est ce que vous insinuez. Tous les partis politiques. Jean-Pierre Fabre, qui a aujourd'hui fait 4%, presque 4% de suffrage, visiblement ne sera plus le chef de file de l'opposition. Non, il n'a pas été il n'est plus chef de file de l'opposition, mais il dans les faits, son parti était le principal parti d'opposition. Vous savez, nous avions, et le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, a toujours tenu une position d'ouverture vis-à-vis de tous les partis politiques, en respectant naturellement leurs différentes importances. Mais on ne peut pas nier que vous avez démantelé quand même l'opposition, notamment la C14, monsieur le ministre. Non, je pense que c'est le peuple qui... Non, la C14 s'est démantelée tout seul. Elle a implosé parce que les contradictions étaient trop importantes. Ouais. Et vous avez pu voir que les 6 candidats qui nous combattent sur cette élection sont tous de la C14. Ouais. Et donc, naturellement, le peuple s'est retrouvé perdu. Même leurs propres électeurs fidèles se sont retrouvés perdus dans cette incohérence impossible de l'opposition. Il faut tirer une première leçon. Il faut que votre candidat, désormais, capitalise sur ces 18%, mais surtout qu'il soit capable éventuellement de rassembler autour de lui. Il me semble qu'il ferait quelque chose de salutaire pour l'opposition togolaise. La deuxième, vous notez les 2 petits candidats, on n'en parle pas beaucoup. Wolu et Kwessan. Ils étaient totalement des inconnus sur la scène politique. Ils sont arrivés, Wolu a fait 1,14 si mes souvenirs sont bons. Il a battu le record d'Agbome Kodjo de 90. Madame Adiamagbo, qui était candidate, avait eu en 2010 plutôt, je parle de 2010. En 2010, elle avait eu 0,70%. Mais quelqu'un comme Kwessan, qui n'existait pas, a fait 0,77%. Mais les deux ont l'avantage d'être entre 53 et 56 ans, par rapport au président qui en a 53. Il me semble que d'une certaine manière aussi, les Togolais ont voulu appeler à une alternance des générations. Il faut que l'opposition fasse l'effort de se renouveler et surtout de faire la promotion des jeunes. Nous, dans notre camp, nous avons renouvelé, nous avons alterné. Vous avez alterné? Absolument. Absolument. Regardez, toutes les institutions togolaises sont jeunes. Prenez notre parti politique. Monsieur, si vous avez été, pourquoi vous n'avez pas désigné un autre candidat à la place? Mais je veux à la limite leur poser la même question. Ah d'accord, mais ça c'est autre chose, d'accord, très bien. 68 ans, on aurait pu le faire. Aimé Gogué dit qu'il a 73 ans. Oui. Sur le plateau de télé, il annonce qu'il est mal en santé et qu'il ne fera qu'un seul mandat. Mais pourquoi ne désigne pas quelqu'un d'autre? Ne désigne-t-il pas quelqu'un d'autre pour être candidat à sa place? Donc les Togolais ont voulu également marquer la nécessité d'un renouvellement et d'un rajeunissement de la classe politique, à l'image de ce que le président de la République, Faure Gnassingbé, a fait dans son parti. On n'a malheureusement pas assez de temps pour revenir ici sur le bilan global et sur ce qu'on attend du président réélu. Enfin, si sa victoire est proclamée, est confirmée, pardon, ben, on reviendra dans le cadre d'autres émissions pour l'évoquer. Vous avez raison, M. Togbé, d'être interloqué par le fait que M. Trimois parle d'alternance, parce que alternance au Togo, il n'en existe pas depuis 1953. Souvent, il parle de nom, que ce n'est pas parce que le nouveau président a le même nom que l'ancien, que forcément il y a un lien, qu'il y a eu changement de personne. Mais en réalité, qu'il est comptable du bilan de son père. vous savez, je vais vous dire, ce qui caractérise les monarchies, c'est l'hérédité. Ce n'est pas tant le nom, en réalité. Il peut porter un autre nom, la personne. Hein. Le nouveau monarque, il peut se choisir un autre nom. Mais c'est l'hérédité. Au Togo, la preuve a été faite que depuis 53 ans, nous sommes dans l'hérédité. On est dans ce pouvoir héréditaire. Et donc, l'alternance, elle se passe plutôt à ce niveau-là. Et les Togolais rêvent d'avoir un ancien président vivant à Lomé, partout dans le pays, qui va pouvoir se faire aussi une nouvelle popularité, comme on le voit au Ghana et ailleurs, comme en France d'ailleurs. Les Togolais en rêvent. Donc aujourd'hui, le projet pour le Togo, c'est
assurer l'alternance. C'est l'alternance, vous avez rappelé l'initiative Podro, effectivement, c'est dans ce sens-là. Le mouvement qu'il y a eu, c'est pour provoquer l'alternance, pour ramener l'alternance au Togo, parce que le Togo ne peut pas continuer dans la sous-région ouest-africaine à être la seule bête politique bizarre dans l'espace CEDEAO et même dans l'UA. Donc, on retiendra. Voilà, c'est assurer l'alternance et aussi parce que ce pouvoir, parce qu'elle a duré, vous savez, Platon a beaucoup étudié ou travaillé sur les systèmes les régimes politiques et de lui, qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons que un système qui se maintient, qui ne se renouvelle pas, parce que tout corps, que ce soit tout ce qui vit en fait, est appelé un jour à péricliter et puis nous retenons de vous. Donc du coup, il faut renouveler les esprits. Nous retenons de vous que l'alternance. Vous serez respectueux de la décision de la Cour. Tout à fait. C'est d'ailleurs le slogan de la campagne de M. Agbo-Mekondo, c'est l'alternance. Moi, je rappelle que j'ai bien apprécié vos termes classiques, parce qu'il me semble que le problème togolais est marqué par deux considérations essentielles. D'abord, il confirme en fait la convergence générale des défis post-électoraux africains, marqués d'une part par la confiance et parfois par la défiance. Deuxième aspect, cette situation togolaise est également marquée par une forme de disparité, d'imprévisibilité des solutions, puisque vous me demandiez quelles sont les solutions. Dans l'Osoué, lorsque les opposants décident de partir aux élections sur la base du droit, il faut attendre justement que même dans le contexte post-électoral, que vous exerciez les recours conformément au droit, avant que d'autres solutions éventuellement politiques ne soient envisageables. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer, puisque vous m'aviez posé la question sur... mais nous espérons que les acteurs togolais s'entendent... La situation aujourd'hui au Togo, c'est qu'on l'a vu, l'opposition togolaise, notamment la fameuse coalition C14 qui n'existe plus aujourd'hui, a fait l'option en décembre 2018 de boycotter les élections législatives. Le pouvoir se retrouve aujourd'hui, le Togo se retrouve aujourd'hui avec une Assemblée nationale où ils sont absents. Et aucune de leurs revendications fondamentales telles qu'elles étaient formulées n'a été prise en compte. Et ils décident, mais cette fois-ci, de participer à la présidentielle sans pour autant présenter un candidat unique. Résultat, ils ont perdu et ils ne veulent pas reconnaître la victoire. C'est ça le paradoxe. Qu'est-ce qu'on fait ? En tout cas, la constitution togolaise, même si on peut nous reprocher de nous limiter à la dimension normative, étant entendu que je ne suis pas politicien, les dispositions des articles 8 et 42, 8 d'abord pour les partis politiques, imposent aux partis politiques la responsabilité de la consolidation de la démocratie au Togo. Je ne crois pas du tout que la consolidation de la démocratie passe par l'autoproclamation. L'article 42 exige de tous les Togolais, puisque la section 2 de la constitution togolaise prévoit des devoirs, ce qui est une grande singularité, impose à tous les Togolais l'obligation de respecter la constitution et de la faire respecter. Il en résulte que, moi pour ma part, la leçon à tirer, c'est l'exigence de cohérence. L'exigence de cohérence, et c'est ce qu'on reproche justement aux opposants guinéens. Soit vous acceptez ex ante de participer à un processus dont vous savez que l'éligibilité même est appréciée par le juge constitutionnel. C'est ça, absolument. La régularité ex post est appréciée par le juge constitutionnel. Et dans ces cas, vous vous soumettez ne serait-ce que de bonne foi. Bonne nouvelle. Et ensuite, vous exercez... 5 minutes, on nous accorde 5 minutes supplémentaires. Ça revient, ça nous permettra évidemment d'évoquer quelques éléments à la fois de la gouvernance du président Faure et Assibé, mais aussi des défis qui vont être ces défis prioritaires à venir très rapidement. Oui, vous vouliez dire quoi? Un symbole de la gouvernance de M. Gnassingbé, c'est l'hôpital Saint-Pérégrine. Cet hôpital, le président s'était présenté, a posé la première pierre. Il devrait être livré après 1 an, c'est-à-dire à la veille de l'élection que nous avons connue le 22 février. Il n'a jamais été livré, l'hôpital. C'est ça le symbole de la gouvernance de M. Gnassingbé. C'est-à-dire que le président de la République arrive tout le temps, il a de l'ambition, on le lui reconnaît, il exprime ses ambitions, mais il n'arrive jamais au bout il ne va jamais au bout de ses ambitions. Donc ce que nous voulons pour le Togo, c'est un président
président qui va jusqu'au bout de ses ambitions, qui respecte ses promesses et qui recherche des résultats concrets pour les populations togolaises. Je dirais... Des structures indépendantes, mais totalement indépendantes, internationales, et disent... On fait des études, hein. Il y a des études, il y a des chiffres qui existent. Lorsqu'ils prenaient le pouvoir en 2005, le taux de chômage était autour de 62%. Oui. En 2015, c'est 55%. Puis 52% aujourd'hui, et même entre 50 et 52%, avec 16,6 mètres de profondeur, le port autonome de Lomé aujourd'hui est le port le plus performant de la sous-région, avec sa capacité d'accueillir les navires troisième génération, avec les impacts économiques qu'on connaît. Taux d'électricité, 50%. Je vous parle, il y a beaucoup d'autres choses. Tout ça, vous dites... Il n'y a rien à faire. Son seul temps, c'est de s'appeler. Je suis étonné qu'on soit dans des taux de chômage à 56% et qu'on se glorifie. De pauvreté. De pauvreté, ok. Oui. Vous êtes parti de 61, 62%. Même 67%. Même pour la pauvreté, on est encore très loin. On est d'accord. En 15 ans, oui, nous pouvions aller au-delà de cette taux. Tout à fait. Et je veux parler aussi de la décentralisation, la grande réforme du mandat qui vient de se terminer. Oui. La situation sur le terrain, c'est qu'il y a eu une impréparation alors que le processus de décentralisation au Togo date des années 80. Après 30 ans, la loi, pourtant, nous venons, la première loi date de 80. Nous avons fait les élections le 30 juin 2019, les élections municipales. Absolument. Et au bout de ça, le résultat, c'est que on n'est pas préparé parce que aujourd'hui, l'État a créé des communes, il leur a transféré des compétences, mais il leur a pas transféré les dotations, les moyens nécessaires pour pouvoir assumer leurs compétences. Je connais un maire dans le Bas-Mono qui s'appelle Anani Djogbessi, qui aujourd'hui, depuis 5 mois qu'ils ont été investis, n'a pas le droit d'émettre un seul mandat parce que même au niveau local, les services déconcentrés de l'État n'assument pas leur rôle et donc ne leur permettent pas vraiment de travailler pour les populations. Alors que la décentralisation devait amener au développement local et donc faire travailler au niveau local. C'est-à-dire que les défis qui vous attendent. Voilà comment ça se passe, la gouvernance actuelle, et voilà les points sur lesquels nous aurons à travailler. J'aimerais encourager mon ami Sonsi à mieux se renseigner, à éviter les discours stéréotypés, parce qu'il y va de votre crédibilité. Vous êtes un élu local ici, j'en suis un à Lobé, je suis conseiller municipal d'Agoué, si vous ne le saviez pas. Les élections locales ont eu lieu pour la première fois depuis 1987, pas 80-87, cette année grâce au président de la République. Les maires ont pris fonction fin novembre, courant novembre. Ils ont commencé l'exercice budgétaire 2020 qui a été mis en place et nous avons commencé l'année budgétaire sur une élection présidentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les budgets que les maires ont fait pour l'année 2020 vont être décaissés là à la suite de cette élection. Donc vous vous trompez beaucoup. La deuxième, quand il évoque l'hôpital Saint-Péregrin, une fois encore, un discours stéréotypé. L'hôpital a été lancé formellement en février. Les travaux ont commencé en mai 2019 pour 12 mois, c'est-à-dire mai 2020. Pas février, mai 2020. Les intempéries du mois de septembre ont fait un mois de retard et l'hôpital sera livré début juillet. Et je l'invite à venir à Lomé pour faire une visite de chantier. Donc il faut encore faire attention parce que vous jouez de votre crédibilité, vos compatriotes vous suivent et ont le sentiment que malheureusement vous ne connaissez pas encore une fois le pays. Mais il y a quand même 20 cas d'absence, ça laisse des traces. Et quand ça laisse des traces de cette manière, il faut être mitigé, il faut être prudent quand vous évoquez des choses. Il y a quand même un point important. Le président de la République a lancé donc la consultation politique du pays. Nous allons actuellement pour le mandat à venir renforcer nos performances économiques et puis attaquer, renforcer et accélérer le grand chantier du social. Parce que les éléments de 2017, vous l'avez évoqué, malheureusement ont retardé le programme social du président qui était annoncé pour le mandat précédent. Nous allons l'accélérer en urgence à partir de la prise de fonction dans le nouveau mandat. Vous êtes ministre togolais des droits de l'homme. Si on s'en tient aux appréciations et aux notes du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, la situation n'est pas réduisante. C'est pas tout à fait exact. Vous faites bien de venir sur ça. C'est pas tout à fait exact, je vous dis, parce que c'est moi qui ai défendu le rapport à Genève. Nous avons été extrêmement bien appréciés. Je prends comme exemple la loi adoptée le 7 août 2019. Précisément, pardon. Voilà, pas l'Assemblée nationale de votre pays. Sur cette loi portant sur la liberté, les deux modifications qui sont intervenues, sur cette loi sur les libertés, nous avions deux préoccupations majeures. Le premier, c'est de tenir compte du contexte
aujourd'hui sécuritaire de la sous-région avec les menaces terroristes. Le président vient de l'annoncer, les dernières attaques au Burkina ont été à moins de 10 km de la frontière du Togo. Naturellement, la question de la gestion des foules nous a amené à revoir les lieux de rassemblement et les temps de rassemblement en les conditionnant à la disponibilité des forces pour encadrer. C'est la seule modification. Genève nous a demandé une seule chose là-dessus, d'être dans la pratique assez proportionnée. Pour l'instant, nous sommes dans la mise en œuvre et personne ne s'en plaint. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Vous vouliez dire en 10 secondes, un dernier mot. Allez-y très rapidement, monsieur. Non, je pense qu'une démocratie qui se consolide comme la nôtre est marquée par l'élection. Nous venons d'en finir une très belle. Et pour le Togo, ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est une véritable union pour la République. Parce que quand on est unis, on est fort. Merci à vous d'avoir participé à ce débat sur le Togo. On rappelle quand même que le scrutin de ce 22 février s'est déroulé dans le calme et dans la sérénité. Il a été salué par les observateurs de l'Union africaine et de la CEDEAO. Merci à vous. Merci à vous également, Horace Sonsi, d'avoir participé à ce débat. Jean-Paul Kotembe-Douno, merci à vous également d'avoir participé à ce débat sur le Togo. Togo, à qui on souhaite quoi? On souhaite toujours la paix, la stabilité et la vérité, la justice. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique que nous remercions d'avoir été nombreux à suivre. Et restez comme toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci.